correct, pas autant que toi, mais... Je vous remercie d'être venu, chers lecteurs. Et aussi, nous avons avec nous Louis Fiori, président du Club Richelieu de Toulon. Nous avons aussi Monsieur Gérard Chevassus, qui représente Effet-d'Art, Académie Effet-d'Art. Et nous sommes ici réunis dans la librairie Périclès, qui est celle qui a bien voulu nous accueillir en tant que relais Richelieu à Toulon. Alors nous sommes réunis dans le cadre des sélections du 4e prix littéraire Richelieu de la francophonie. Le prix littéraire Richelieu de la francophonie est initié depuis 2009 par le Richelieu International Europe, seul club service au service de la francophonie. Le club Richelieu de Toulon, le lien francophone, est chargé de l'organisation des sélections du 4e prix littéraire Richelieu de la francophonie avec l'association toulonnaise Académie Effet-d'Art. Nous avons prospecté les éditeurs, les libraires, les professionnels de la langue française et les Richelieu pour distinguer après 5 phases de sélection les 4 livres finalistes de ce 4e prix littéraire Richelieu de la francophonie. La phase précédente, nous ayant déjà réunis dans le comité de lecture composé de 25 jurés pour 26 livres à étudier. C'est en finale que le choix revient aux Richelieu, c'est-à-dire les membres Richelieu et leurs amis du Richelieu, qui au travers de plus de 50 clubs ont décidé de distinguer le livre préféré et son lauréat. Le choix du Club Richelieu de Toulon dans son organisation du 4e prix n'a pas été le fruit du hasard. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont poussé d'abord à lever le doigt, à dire oui, nous prenons, parce qu'il y avait autour de moi des gens de confiance et que je savais que cela était possible. Moi, je voudrais surtout remercier tous les gens qui sont partis. Il y a eu une masse de travail extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas assez appuyé dans le travail, les réunions qui ont eu lieu, tout ce qu'on a pu faire, les réunions des jurys qui ont permis justement d'arriver à cet aboutissement. Et surtout, les principaux protagonistes sont là, je les remercie. C'est en finale que le choix revient aux Richelieu, c'est-à-dire les membres Richelieu et leurs amis du Richelieu, qui au travers de plus de 50 clubs ont décidé de distinguer le livre préféré et son lauréat. 4 livres nominés et ensuite les lecteurs qui ont bien voulu nous rejoindre, nous allons avec eux échanger quelques paroles sur les livres qu'ils ont appréciés. Qui sauvera le Congo? Spolié par l'extérieur, pourri de l'intérieur? L'innocence et les rêves, les projets et la solidarité. La littérature, bien sûr, quand elle est comme ici servie par un conteur hors pair, doté d'un humour caustique et d'une détermination sans faille. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que, en fait, on a la chance qu'ils viennent d'Afrique. Et l'Afrique, c'est le cœur de la planète, c'est le cœur de la Terre, c'est le cœur de la francophonie, au même titre qu'on pourrait dire d'ailleurs que l'Asie en est le poumon gauche, l'Amérique le poumon droit, et peut-être que nous en Europe, qui auront tendance à travailler du chapeau, peut-être qu'on serait un peu la tête, je ne sais pas. Bon, la chance qu'on a, c'est que ça vient d'Afrique, ça vient du cœur, et comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, il fait dire au renard, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et en fait, il s'avère que c'est ça. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu la chance de me rendre compte en quelques lignes, que je comprenais ce qu'était la mondialisation. Alors que tous les jours à la télévision, je vois des hommes en costard-cravate ou nœud de papillon qui m'expliquent ce qu'est la mondialisation, pourquoi il y a la dette des pays, pourquoi il y a des chômages, pourquoi il y a des grèves. En quelques lignes,
notre auteur préféré nous a fait apparaître, voilà, la mondialisation c'est comme ça, c'est ça. Et j'ai compris. Et je l'ai compris au même titre que ce jeune homme du Congo, qui dit à son grand-père, je vous le cite de mémoire, qui dit à son grand-père, grand-père, on ne peut pas rester en périphérie de la planète, sinon on va disparaître des écrans de la mondialisation. Et il a raison. Et il a raison. Et c'est pour ça qu'il quitte son village et qu'il va à Kinshasa, la capitale. Les coutumes et les traditions sont importantes. Et est-ce que vous seriez encore nourri si cette forêt n'existait plus? Alors la chance que nous avons, c'est que cet auteur, dont j'ai toujours beaucoup de mal à prononcer le nom, Inkoli Jean Bofané, qu'il m'excuse, nous avons la chance qu'en vérité, je crois que c'est un humaniste, c'est un Rabelais africain, c'est quelqu'un qui aime la vie. Et alors, il nous fait apparaître que même si ce jeune homme quitte son village pour aller voir dans la capitale, eh bien, il retrouve son grand-père le retrouve, et il retrouve le sens de ses racines, et il retrouve le vrai sens de sa forêt, et il retournera au village avec son grand-père, mais avec un autre état d'esprit, parce qu'il se sera confronté à la mondialisation, et du même coup, il comprend la vraie valeur de son village. Aujourd'hui que le printemps donne sa vraie mesure, j'allume la bougie posée sur le bureau, et il me semble être de nouveau en plein hiver. Le récit de l'Estonienne Katrina Kalda, dans Arithmétique des dieux, nous entraîne dans l'Estonie, puis en France, à travers les séparations que la guerre provoque et ses dommages collatéraux. Le secret de famille, pour vous, s'écrit-il plus explicitement dans la langue française? Dans toutes les langues, il existe suffisamment de ressources pour exprimer, sinon tout, du moins beaucoup des réalités humaines, y compris celle du secret de famille. J'ai tendance à penser, mais c'est une hypothèse, que ce dont nous disposons en français, c'est d'une tradition du récit, une tradition narratologique. Et il me semble que la jeune femme qui a écrit ce livre a exploité magnifiquement la dimension de ce secret de famille, dans la construction de ce secret de famille, en particulier dans la construction de l'atmosphère. Et donc, au fondement de ce secret de famille, il y a quoi? Il y a pour le lecteur établir un lien, ou l'idée qu'il y a un lien, mais que nous ne voyons pas. Donc, comment elle a construit et sur quoi elle a établi le fondement de cette construction? Sur l'introduction de lettres. Ces lettres sont adressées à la grand-mère de la narratrice, mais nous ne savons pas au début qui est cette personne qui adresse ces courriers. Et donc, le récit est donc coupé. Donc il est coupé par ces lettres successives, et ces lettres racontent la vie dans le goulag d'une femme dont nous ignorons tout, dont nous ne connaissons pas l'existence, et évidemment progressivement, quelle est cette femme, quel rapport et quel lien entretient-elle avec cette famille. Et évidemment, tout le secret va se déployer à partir de ce récit, de cet ensemble de lettres circonstanciées qui nous racontent la vie dans le goulag, qui sont donc l'expression d'une grande sensibilité, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui se déploie devant nous, c'est un personnage qui est sensible, qui est intelligent, et très vite on comprend que c'est un destin qui a été broyé. Et donc, non seulement le secret de famille progressivement se construit devant nos yeux, mais en même temps, toute la tragédie qui est derrière, et qui est une existence broyée, et derrière cette existence broyée, eh bien, le nombre d'autres existences broyées que, évidemment, nous imaginons. La Marisa, c'est ma rivière, a chanté Sylvie Vartan. Moi qui n'oserais pas chanter, je me contenterai de murmurer « La rue Carrara, c'est ma rivière ». Oui, je suis bien née au bord de la rue Carrara, mais je n'en ai aucun souvenir. Les souvenirs que j'en ai sont ceux de ma mère et de son inconsolable nostalgie. Ce livre n'est pas un roman, il est composé de 5 nouvelles. 5 nouvelles qui ne sont pas dans une unité de temps, qui sont sur le même sujet, c'est-à-dire les coutumes, le passé, la progression par l'arrivée des missionnaires, la catéchisation, et donc à partir de là, la transformation de ces tribus, de ces peuplades qui déjà se combattaient entre elles, mais qui ont à faire face à cette nouvelle progression vers le modernisme. Je pense qu'elle a très bien traité son sujet, parce qu'elle prend plusieurs époques de sa vie. Je pense qu'elle est cachée derrière le personnage ou la personnage du livre.
qu'on retrouve souvent. Et à partir de là, on connaît à partir de la mère, la grand-mère, les grands-parents, les traditions. On remonte jusqu'à cette rivière qu'elle appelle la Rukarara, qui est sa rivière d'où elle est née, qu'elle connaît plus par sa mère, parce que c'est là que toutes les coutumes lui ont été apprises et qu'elle a vu la vie se développer autour de son village, mais qu'elle n'a pas vécu pleinement elle-même parce qu'elle n'en était pas encore suffisamment consciente. Donc à partir de là, je pense qu'elle a réussi à nous montrer, à travers ces épisodes, ces nouvelles différentes, ces tranches de vie, ce passage de la coutume, des traditions, des luttes entre les ethnies, même si elle dit que sa Rukarara, sa rivière, était par le passé tachée de sang, charriait les cadavres, etc. Donc, mais elle l'a déifié un petit peu, cette rivière, elle en fait ça. C'est son passé et il représente son pays. Et quand elle la retrouve des années plus tard, cette rivière, puisque des explorateurs y sont allés, on en a déduit que c'était une des sources probables la plus importante du Nil, donc la plus reculée, elle parle de cette rivière en disant, ben voilà, moi j'ai été catéchisé, j'ai suivi la filière qu'on m'a proposée avec les missionnaires, j'ai fait des études, je reviens dans mon village et j'y retrouve cette rivière de mon enfance, mais que je retrouve avec un barrage électrique. Un barrage électrique qui permettra certainement aux enfants qui sont dans la région d'apprendre le soir leurs leçons avec l'électricité, plus tard d'avoir la télévision, enfin d'avoir tous les bienfaits que peuvent apporter la modernité et les nouvelles techniques. Je n'écrirai pas de grandes œuvres. Toutes les œuvres sont incomplètes, car on oublie toujours quelqu'un. Dans la vie, comme dans les romans, qui s'inquiète des tragédies qui hantent les petits destins des personnages secondaires? Comment l'écrivain haïtien Lionel Trouillot donne à ses personnages cette sensibilité et cette projection universelle. Oui, alors déjà il donne cette sensibilité parce que c'est déjà un être forcément sensible. Le sujet du suicide est malheureusement un sujet actuel. Et il rentre par l'intermédiaire de son personnage Pedro dans ce gouffre des non-dits, peut-être d'un manque de dialogue, également aussi envers certaines personnes. Donc il va de lui-même parler à des personnes de différents âges et essaye de trouver une certaine solidarité intellectuelle à travers ces personnages. Il nous démontre forcément que cette solidarité existe. Elle existe par les mots, elle existe par une présence. Et malheureusement, son personnage finit par intenter à sa vie, malgré cette solidarité. Et de nos jours, je pense que malheureusement on ne trouve plus un dialogue pour pouvoir aider certains individus à se sortir de ce mal-être. Je remercie tous les lecteurs qui sont venus nous rejoindre sur ce plateau et surtout à la librairie Périclès qui est notre relais Richelieu. Et donc, comme nous l'avions convenu, comme nous l'avions préparé, et comme le Club Richelieu de Toulon a fait son travail de collecteur et de calcul, qui n'est pas l'arithmétique des dieux, mais qui est quand même un calcul arithmétique, nous allons pouvoir procéder à l'annonce du prix du livre préféré par les Richelieu et les amis du Richelieu des 5 continents.
je vous dis bien, du Richelieu International Europe, qui est composé aussi bien de clubs d'Afrique que de clubs d'Amérique du Nord, que de clubs d'Amérique du Sud et que de clubs aussi d'Asie, avec bien sûr tous ceux de l'Europe. Monsieur le gouverneur, vous allez nous dire quel est le gagnant, quel est le lauréat du Grand Prix international Richelieu de la francophonie, auquel ont contribué le président Fiori du club de Toulon, du club Richelieu de Toulon, la librairie Périclès, qui est en quelque sorte le relais de la francophonie à Toulon, la société d'édition Les Presses du Midi et l'association Effet d'Art, qui ont participé donc tous ensemble à l'organisation du Grand Prix littéraire. Alors, monsieur le gouverneur Jean-Alain Bauguin, gouverneur de la région PACA et responsable de la commission du Grand Prix littéraire de la francophonie, ayez l'obligeance de dire à nos amis quel est le gagnant de ce Grand Prix littéraire. Merci beaucoup, monsieur le Richelieu, Gérard Chavatsu, qui a effectivement énormément contribué, aussi bien par lui-même que par la présence de ses salariés, par rapport à la présence des locaux qu'il a mis à notre disposition. Je veux aussi remercier le président Richelieu Louis Fiori, qui, lui, d'une part, a permis que ça puisse se faire sur l'aire toulonnaise, a permis que ça puisse se réaliser, que nous ayons la charge et l'honneur de faire ces sélections. Et donc, c'est en leur nom, et c'est en nom aussi du Richelieu International Europe et de la commission du prix littéraire qui, en fait, nous a transmis l'autorisation de cette organisation. Je vais pouvoir vous annoncer quel est le livre préféré des Richelieu et de leurs amis Richelieu, et bien sûr du lauréat. L'écart entre les livres est extrêmement court. Le livre qui a été préféré, c'est le livre Arithmétique des dieux de l'Estonienne Katrina Kalda. Je dois dire quand même que chacun de ces 4 livres a été désigné plusieurs fois par des clubs qui ont participé comme livre préféré dans leur club. Ce n'est que la somme des notations et le nombre de fois où le livre a été désigné comme premier par les clubs qui permet de distinguer celui qui a été le plus souvent nommé premier et celui qui a obtenu la meilleure note. Mais les autres n'ont pas du tout démérité, ils sont très intéressants et ils furent très souvent aussi premiers.